Qui a déjà fait de l'hypnose? En spectacle ou en thérapie? Toi? Ouais. 2? Ok. C'était bien? C'était il y a longtemps. Je sais plus trop. Je sais plus trop. Ouais. Moi, c'était il n'y a pas si longtemps, mais il n'avait pas réussi à m'hypnotiser. Ah, ok. C'était dans quel... Non, je peux... Vas-y, bien sûr, bien sûr. C'était dans quel cadre que vous avez fait ces expériences? Alors moi, c'était... j'étais juste en ville et il y avait un homme qui faisait ça gratuitement en fait à des passants. À des passants? Bon, en fait, il disait que c'était pour s'entraîner parce que le soir même, il avait un spectacle d'hypnose et de magie. Et du coup, on était en plus... C'était il n'y a pas longtemps. Là, c'était vraiment il y a un mois. D'accord, donc c'était Thomas et Neken. Il y en a un qui est magicien. Ils étaient deux ou ils étaient tout seuls? Il était seul. C'est des copains. Moi aussi, je fais de l'hypnose de rue. Ça s'appelle l'hypnose de rue au Capitole. C'est une place emblématique en France. Alors, on ne sait pas. Il y a des gens qui disent que l'hypnose de rue, ça commence à Paris, d'autres qui disent que ça commence à Toulouse, d'autres qui disent que ça commence à Lyon, en tout cas pour la France. Mais c'est vrai que le Capitole, si vous y allez samedi après-midi, il y aura souvent des hypnotiseurs. Moi, j'irai peut-être tout à l'heure s'il fait beau. Il allait faire beau, pour le moment, c'est pas encore le cas, mais donc c'était plutôt dans le cadre ludique, gratuit, sans enjeu. Et alors, ce qui est intéressant là, déjà, c'est de se dire que effectivement, tu dis ouais, ça n'avait pas marché pour toi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est lui qui était nul. Ah non, pas du tout, parce qu'en plus, il a réussi à hypnotiser une amie, donc c'était juste, je sais pas, peut-être mon ouverture à... Enfin, moi, j'y crois, hein, mais c'est juste que, je sais pas, j'étais peut-être pas assez... En fait, quand il me demandait de vraiment croire en quelque chose, c'est dur de vraiment y croire. Quand on te demande d'être vraiment spontané, c'est dur d'être vraiment spontané. Oui. L'hypnose, ça dépend énormément du contexte. C'est-à-dire que peut-être que toi, ça n'a pas trop marché là dans la rue, parce qu'il y avait du monde, parce que tu avais peut-être autre chose à faire, peut-être parce que tu avais peur qu'on te fasse faire des choses que tu n'avais pas envie de faire. Et puis, tu irais voir un hypnothérapeute, tu aurais un vrai intérêt à y aller, parce que tu aurais une problématique à travailler. Vous ne seriez que deux, il te donnerait confiance, peut-être que ça marcherait très bien. En fait, ça dépend énormément du contexte, de la personne, de notre humeur. Il y a des gens qui à un moment de la journée, vont pas être très hypnotisables, et puis à un autre moment, par exemple, après avoir mangé, quand on est somnolent, pourrait être plus hypnotisable. Donc c'est très variable, et ça dépend des personnes, du contexte, et ce qui est intéressant, c'est que ça peut s'apprendre. C'est-à-dire que là, toi, tu n'en avais jamais fait. Bah, des fois, il y a des gens, ils n'en ont jamais fait, et puis ils ont ce talent naturel de rentrer en hypnose, de se laisser guider, de s'absorber dans une expérience. Et puis, il y en a d'autres, ils sont plus dans le contrôle, ou dans l'analyse, ou un peu dans les craintes. Et ces personnes-là, bah, on peut les amener, on peut leur apprendre à passer. Moi, j'ai des personnes qui viennent au cabinet, des fois, les premières séances, c'est hyper laborieux. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu, et puis on travaille ensemble à améliorer les compétences. Moi, je parle de compétences parce que c'est vraiment quelque chose de... Ça peut être comme la mémoire, comme l'imagination. Alors, c'est souvent lié à l'imagination. C'est quelque chose qui est hyper utile. Quand on maîtrise l'hypnose, quand on sait faire de l'auto-hypnose, on peut travailler sur plein de choses, déjà rien qu'à se détendre, c'est déjà pas mal. Et donc voilà, donc pour dire que, ça dépend du contexte, un peu des gens, mais surtout du contexte, de la relation, et puis ça peut se travailler, s'améliorer. Moi j'ai un club d'hypnose ludique, justement. J'ai des gens qui sont des super sujets. En 5 minutes, ils ont une hallucination. Ils ouvrent les yeux, ils voient un truc qui n'est pas là. Mais avant, alors je ne les connaissais pas avant parce que c'était dans un autre cadre thérapeutique, justement, j'étais mauvais. C'était un très mauvais sujet. Hyper laborieux et tout. Et puis ils ont développé la compétence. Après, ils ont fait un paquet de séances. Mais ils ont développé ça. Pour finir là, tu pourrais reprendre un peu ce que tu... Moi, c'était dans un cadre plus précis, et c'était pas mal lié à l'imagination et à la projection de situations, d'idées ou
D'accord. Un truc un peu imaginaire, mais où il y avait j'étais guidée par un texte ou de la voix. Mais après, c'était en audio? Non. Non, mais la personne... En fait, c'est loin, donc je sais plus trop, mais il me guidait dans... Je sais plus. Ouais. Alors, ce qui est important ici, c'est quand même, on va parler d'hypnose, on va parler de thérapie. Si vous êtes amené à partager une expérience personnelle, vous dites ce que vous avez envie de nous dire. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas rentrer dans le détail, si vous sentez qu'il va y avoir des émotions, vous le gardez pour vous. Tout à l'heure, pendant la démo, s'il y a quelqu'un qui a envie de faire une démo, on se trouvera un sujet un peu neutre ou quelque chose, en tout cas, qu'on a envie d'être partagé. On est filmé, donc garder ça en tête. Oui, je précise que s'il y a quelqu'un qui a envie de se lancer dans l'expérience avec Sylvain et ne pas être filmé, on met la caméra à haute et il n'y a pas de souci. Le support audio, c'est pour les étudiants du CED. Il n'y a pas nécessairement besoin pour faire face aux nécessités de l'évaluation de capter ça. Et éventuellement, si on capte et qu'à un moment donné, on dit on n'aurait pas dû, de toute façon, oui, on montage. Ouais, bien sûr. Ok. Moi, je peux témoigner aussi, du coup, en tant Ouais, que... bien sûr, ouais, c'est c'est ça, ça. en tant que... usager, je ne sais pas quel est le terme qui serait... Moi, j'ai eu affaire à quelques expériences d'hypnose. Avec un monsieur qui était en formation et à qui j'ai servi de cobaye pour l'entraînement. Je crois que j'ai fait 2 séances avec. Et là, je peux prendre un peu de place ou... Mais bien sûr. L'idée, c'est d'échanger, de Ouais, partager. c'est ça. Là, c'est l'idée de témoigner. Ouais, c'est ça. L'idée générale sur le cours, c'est de toute façon, si on veut se repérer un peu dans ces questions d'approche thérapeutique, c'est vraiment le témoignage en première personne qui est la source, la donnée de base. Donc, du coup, j'en parle. Donc, je me rappelle d'un truc, c'est la visualisation, partir dans une imagerie mentale et me laisser guider par la voix du monsieur qui m'invite à descendre des escaliers, ouvrir une porte et pénétrer dans un domaine où je me sens hyper en sécurité. Et j'avais pu sentir du coup que il y avait quelque chose qui se desserrait au niveau de mon émotionnalité. Et je prends le temps d'en parler un peu parce que il y avait eu un effet. Et en même temps, j'avais pas trouvé qu'il y avait un effet thérapeutique durable. Voilà. Il y avait eu un effet ponctuel, puis quelques heures après cette expérience, dissipation de cet état et retour à l'état initial, qui n'était pas forcément hyper confortable à l'époque. Et j'ai pu confirmer cette sensation d'un effet impermanent avec une séance avec une hypnothérapeute professionnelle. J'avais été très loin dans un ressenti un peu cathartique. Cathartique, vous voyez ce que je veux dire? Cathartique au sens de, il y a des émotions qui reviennent intenses et qui peuvent avoir un caractère un peu envahissant, submergent, et dont on pouvait se demander si ça n'a pas un effet thérapeutique, il y a quelque chose qui sortirait, vous voyez un peu cette idée du cri primal, de cette compréhension thérapeutique, qu'il y a quelque chose à évacuer. Et du coup, il y a la question de savoir si la catharsis, c'est un processus thérapeutique effectif ou pas. Bon, je referme la parenthèse. Et pour finir,
troisième expérience avec un jeune psychologue qui s'était formé ici, où je m'étais senti très sur la défensive, très sceptique, en difficulté pour lui faire confiance. Et où là, j'avais regardé son spectacle, d'essayer de me faire rentrer dans quelque chose, en étant très poli avec le monsieur, mais en étant complètement à la limite de, bon, c'est du charlatanisme, là, je paye une séance, mais bon, c'était, ça confirme, enfin, si j'avais été dans l'état d'esprit pour terminer de ça marche pas l'hypnose, alors là, j'avais une belle confirmation, voilà. Alors là, ça revient sur ce qu'on a dit, hein, la relation. De toute façon, en thérapie, c'est la relation. Il y a des études qui montrent que peu importe, on passe de la TCC, de MDR, de l'EFT, de la psychanalyse, le plus gros facteur qui fait qu'une thérapie est efficace, c'est la relation et l'alliance qui se crée entre le client et le patient. Alors moi, je suis censé dire client, je n'aime pas ce terme, mais j'ai pris l'habitude de le dire. Entre le patient et son thérapeute. Et c'est ce que tu as l'air de dire, c'est la première fois, et c'est la deuxième fois où il y a eu cette catharsis, c'est que tu as pu te laisser aller dans des choses très intimes et voilà, sensibles. Et la deuxième fois, avec l'autre, il y a eu un blocage. Mais voilà, c'est la même personne. Alors effectivement, c'est pas forcément exactement les mêmes humeurs, les moments, etc., les mêmes enjeux, mais clairement, la relation, ça va être hyper fondamental. Et deuxième chose sur laquelle je vais rebondir, l'impermanence. Il y a plein de fois où l'hypnose ça marche pas. Hein. C'est pas la majorité des cas, heureusement. Ça reste quand même, pour moi, une des approches les plus efficaces en termes de nombre de séances, résultats. Maintenant, je suis pas professionnel dans le reste, c'est mon avis personnel, mais des fois il y a des séances qui ne marchent pas, des fois ça marche pas longtemps, des fois souvent on a des résultats partiels en une séance, et puis il faut plusieurs séances pour renforcer ou compléter des choses, et puis des fois on a des séances magiques, des fois on a des séances du jour au lendemain, il y a des trucs qui se règlent, mais souvent sur des thématiques, par exemple les phobies, quand elles sont très précises, les deuils, souvent quand il y a une sorte de déblocage, un deuil, paf, quand il est fait, ouais, c'est bon, il est fait, il ne va pas revenir, la personne elle a fait son deuil, ça y est. Et puis il y a des trucs, l'anxiété sociale, là, ça c'est plus long, enfin, c'est plus structurel, quoi. Ça appartient plus à la personne, ça fait plus presque partie de son ADN, quoi. Mais il peut y avoir des facteurs favorisants d'ailleurs. Puis, ben, voilà, j'ai des fois des gens sur de l'agoraphobie, moi j'ai remarqué, j'ai des gens, ils viennent 15 fois, 20 fois, et puis même des fois ils reviennent parce que ça leur fait beaucoup de bien. Moi j'avais un patient qui revenait toutes les 3 semaines, il me disait vos séances, ça dure 3 semaines. Alors, 3 semaines il était tranquille et il revenait. Mais au final, aujourd'hui, on n'a jamais vraiment réussi à dépasser ça. Ce qui est un peu embêtant parce que ça. Pour moi aussi, la thérapie, ça devrait être synonyme d'autonomie. C'est-à-dire que la personne qui revient toutes les 3 semaines, elle a besoin de sa dose. Elle a un problème. Elle ne va pas venir toute sa vie me revoir toutes les 3 semaines. Et donc, j'ai essayé de lui enseigner l'auto-hypnose, mais elle n'était pas très intéressée à ça. Et ce qui peut poser des questions d'ailleurs. Pourquoi est-ce que je propose un truc qui marche bien, elle n'a pas envie de le faire, mais enfin bon, elle va me trouver sympa. Voilà. Juste pour. En rebondissant, on arrive à une deuxième notion hyper importante, à mon avis, en thérapie, c'est pareil, de manière générale, c'est vous n'êtes peut-être pas destiné à cette profession-là, mais l'idée c'est de rendre les gens autonomes dès que possible. Au début, ils ont peut-être besoin d'être un peu chouchoutés, un peu de... Voilà, quand le reparentage, etc., et c'est très bien, mais l'objectif, à un moment donné, c'est qu'ils se sentent capables, qu'ils comprennent qu'ils ont changé eux-mêmes et qu'ils n'ont pas besoin de nous pour changer. Nous, on a été là parce qu'on a des techniques, parce qu'on a de l'expérience. À la fin, la personne a compris que c'est elle, par son raisonnement, par l'effort de venir régulièrement, par son engagement, qui a changé, quoi. Nous, on est là, on l'aide, évidemment. Alors, on ne sert pas à rien, mais
Mais les gens qui dépassent quelque chose avec un thérapeute qui disent ah c'est l'hypnose, c'est lui qui a fait ça, c'est dommage. Ils sont juste passés à côté d'un super apprentissage. Bah, non, c'est pas moi qui ai fait le travail mental, c'est pas moi qui ai fait tout l'engagement, tout ça. Donc voilà. Donc voilà, on part comme ça en arborescence. Si vous avez des questions, voilà. Vous parliez du coup d'auto-hypnose et d'hypnose. De quelle manière, concrètement, vous guidez vos séances d'hypnose? Comment, du coup, ça peut marcher l'auto-hypnose si à la base c'est guidé? Alors, à la base, l'hypnose, c'est de l'auto-hypnose. C'est-à-dire, c'est comme la méditation, quand tu écoutes Petit Bambou. Ok, tu as un truc qui te guide, et c'est toi qui fais de la méditation. C'est ton état mental, c'est toi qui te concentres, c'est toi qui t'absorbes dans une expérience. L'hypnose, c'est assez similaire à ça. D'ailleurs, des fois, c'est dur de faire la différence entre... alors, ce qu'on appelle les états modifiés de conscience, ce qu'ils ont tous en commun, la méditation, la sophrologie, plein de trans chamaniques, etc., c'est que c'est un état modifié de conscience. C'est-à-dire, je ne suis pas dans mon état habituel de conscience, je suis dans un état particulier. Moi, ce que je dirais sur l'hypnose, c'est que c'est un état particulier qu'on contrôle, on sait où on veut amener la personne, on sait ce que ça permet de développer comme terme de compétences, et on va l'utiliser pour en faire quelque chose, soit le spectacle, soit la thérapie. Mais, en fait, c'est comme la conduite accompagnée. C'est-à-dire que la conduite accompagnée, c'est quand même toi qui conduis. Tu as un guide à côté de toi parce qu'il a de l'expérience, il va te rassurer, etc. Mais c'est toi qui conduis. L'auto-hypnose, c'est pareil, c'est toi qui fais l'hypnose, mais soit tu as un audio qui te guide, on va appeler ça l'auto-hypnose, mais c'est comme l'hypnose avec quelqu'un, parce qu'il y a quelque chose qui te guide, soit parce qu'on t'a un peu entraîné au début. Moi, c'est comme ça que j'enseigne l'auto-hypnose, c'est qu'on fait de l'hypnose, la personne, elle comprend ce que c'est comme état, et puis on met quelques ancrages. Un ancrage, c'est par exemple un mot, une image, ou repenser à cet endroit dans lequel vous vous sentiez parfaitement bien tout à l'heure, et vous y retournerez. Donc un truc qui facilite, et après la personne, elle est chez elle, et puis elle fait elle-même son auto-hypnose. Donc, c'est quoi la question? À la base, c'est sur l'auto-hypnose et hypnose, mais vous y avez répondu. Okay. Et j'ai une deuxième question, si tu veux bien, merci. Tout à l'heure, vous disiez que si jamais, par exemple, il y a un sujet qui est vraiment mal à l'aise, on peut ne pas en parler. Donc ça nécessite que, dans vos séances, les patients sont totalement conscients de ce qu'ils font. Pour savoir... Ah non, mais là c'est dans ce cadre-là. Mais peut-être en sens, il y a des patients qui ne peuvent pas évoquer certaines choses. Oui, je leur dis. Bah... Il faut le faire au préalable, dire... Non, voilà, je le dis au début. Au début, je vais leur dire, vous n'avez pas besoin de tout me dire. Il y a même des fois, par exemple, je fais des séances avec des proches. Ils n'ont pas envie de me partager leurs difficultés. Je vais leur dire, tu sais ce que c'est ton problème. Ok. Bon, maintenant que tu l'as en tête, on va travailler dessus. Parce que finalement, nous, ce qu'on va faire, c'est juste, et tu l'as abordé, c'est un travail émotionnel au début. Pour moi, toutes nos problématiques, elles sont émotionnelles. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de peur, s'il n'y a pas de honte, il n'y a pas de problème. Quelqu'un de colère, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que quelqu'un qui... une phobie, c'est basé sur la peur. Un deuil, c'est basé sur la tristesse. La colère, c'est basé sur la colère. Des accès de colère, c'est basé sur la colère. Donc s'il n'y a pas cette émotion... L'anxiété. L'anxiété, voilà, l'anxiété, c'est une peur diffuse, l'anxiété. L'anxiété, c'est une peur qui n'a pas de déclencheur très précis. Je suis toujours un peu anxieux pour tout, quoi. La peur, c'est dans une phobie, c'est d'avoir peur d'un objet phobique spécifique. Et donc, c'est une émotion. Donc du coup, si mon problème c'est une émotion, je peux tout à fait travailler juste sur l'émotion. C'est quoi ton problème? Ok, fais revenir cette émotion-là et on va la travailler. Après, on va voir, il y a plein de manières de faire, mais c'est une des manières de faire. Dire ton émotion, elle est quoi? Là, tout à l'heure, tu as dit, l'émotion, elle passe par le corps. Tout à l'heure, tu as dit, un truc qui s'était desserré émotionnellement. Voilà. Dans le corps, j'imagine qu'il y avait un truc comme un étau, un truc qui te serrait. D'accord? Donc on aurait pu partir de là et te dire à quoi ça ressemble. Moi, je te dis un étau, toi, tu peux me dire, je sais pas, un lien, peu importe.
Ok, alors ce lien, qu'est-ce que tu peux en faire? Ah, on n'a jamais parlé de sa problématique, on ne sait pas d'où ça vient ça. Et si personne n'a pas envie d'en parler, elle ne parle pas, et puis on va juste travailler sur le symbole, sur le symptôme. Freud, il serait pas très content. Mais on peut tout à fait simplement travailler sur le symptôme. Ça, c'est en tout cas notre postulat de départ en hypnose. Et dans plein de thérapies brèves, toutes thérapies brèves. La psychanalyse a apporté l'idée que pour résoudre vraiment un problème, il fallait travailler à l'origine, sur les racines, sur l'enfance en particulier. Nous, non. Déjà, on pense que c'est quelque chose qui n'a jamais été validé. C'est pas parce qu'on ne travaille pas sur l'origine qu'on ne règle pas le problème. Et donc, nous, on se dit, non, on peut travailler sur l'origine. Quand on la connaît, on va pouvoir faire des régressions et travailler sur l'origine. Si on ne la connaît pas, on va travailler dans le présent. C'est quoi le problème aujourd'hui? Ok, bon, maintenant, on va faire en sorte que ça aille mieux. Voilà, je suis encore parti. Ouais. Du coup, concrètement, c'est quoi les différents types d'approches ou exercices et comment vous les adaptez en fonction de quoi et qu'est-ce qui vous dit on va prendre cette piste-là plutôt qu'une autre? Alors, déjà, il y a plusieurs formes d'hypnose. Moi, je suis formé à une forme. Je me suis formé à plusieurs formes en réalité. Mais il y a l'hypnose qu'on va appeler la plus répandue, c'est l'hypnose ericksonienne. Parce qu'il y a Milton Erickson, qui est un psychiatre américain, qui a, pour faire simple, développé ça. Qui est une hypnose assez indirecte, c'est-à-dire on ne se rend pas forcément compte qu'il est en train de nous hypnotiser. Après, il pouvait avoir des formes très directes, mais c'est comme ce qu'on retient surtout de lui, sa forme très indirecte. C'est ce qu'on utilise beaucoup en cabinet, notamment parce que ça permet d'éviter aux personnes certaines résistances. Quand on est trop direct, par exemple en hypnose de rue ou en hypnose de spectacle, il y a plein de gens à qui ça ne convient pas. L'hypnose directe, un peu autoritaire et tout, c'est pas leur truc. Et ça va créer de la résistance, ils ne vont pas nous suivre. Donc du coup, on va favoriser l'indirect. En autre forme d'hypnose, il y a l'hypnose de rue que tu as vu, l'hypnose de spectacle, ça c'est l'hypnose très directe, donc ça j'en fais aussi. Il y a avec les jeunes, avec les ados ou avec des gens qui aiment ça, ça me permet de gagner du temps et puis c'est simple et efficace, quoi. Mais des fois ça crée des résistances parce que c'est trop direct. Après, il y a des hypnoses humanistes, qu'on appelle humanistes, et qui ressembleraient beaucoup plus à de la méditation de pleine conscience. Il y a des hypnoses après où on va mélanger avec de la spiritualité. Moi, je ne sais pas trop, on va faire du transgénérationnel, on va se connecter à des entités. Voilà, donc là, ça commence à être un peu plus orienté sur la spiritualité. Donc il y a plein de formes d'hypnose. Les gens se forment à ça qu'ils veulent. Ouais. Oh, pardon. J'ai lu un livre il y a quelque temps d'un certain Newton, je ne sais pas si tu connais, c'est pas Isaac, non, je ne sais plus son prénom, c'est un Américain et le livre m'avait intéressé parce que c'est une sorte il enregistre des séances et donc il s'appuie sur ces enregistrements. Et sa thématique, c'est des séances où le patient vit une connexion, je ne sais pas comment appeler ça, avec une vie antérieure. Et donc, il prend toutes. Et alors, il se retrouve à être spécialisé sur ces pratiques avec des patients qui se retrouvent connectés avec des mémoires comme ça. C'est très frappant quand on est un peu, comment dire, rationaliste. Enfin bref, restons ouverts. Et du coup, il élabore toute une théorie sur les âmes, la réincarnation, qu'est-ce qui se passe après la mort, qu'est-ce qu'elles font en attendant de se réincarner, leur propre trajectoire d'évolution dans cette dimension où elles existent en étant réincarnées, etc. Donc c'est
là, j'ai trouvé la connexion évidente entre une pratique donc, qui s'intitule l'hypnose et toute une réflexion très métaphysique. Oui, il y a beaucoup de... alors, je vais vous le dire quiproquo, mais des fois c'est assumé. Les gens, ils ont des croyances, et ils font de l'hypnose et ils mélangent les deux, et ça peut faire des super thérapies. Mais des fois c'est confusionnant, c'est plus trop... c'est pour ça d'ailleurs que l'hypnose a un peu de mal à se sortir de cette image un peu sulfureuse des fois. C'est que quand on le mélange avec du magnétisme, avec de la spiritualité, de la vraie hypnose, etc., on ne sait plus trop où on en est. Et dans tous ces milieux, il y a des gens qui sont sincères et puis il y a des charlatans, autant en hypnose que dans tous. Et donc du coup, les contours sont flous. On garde que les images un peu spectaculaires, des choses qui étaient pas forcément très honnêtes. Hein. Il y a eu plein d'expériences d'hypnose, en tout cas à une époque où il y avait des compères. Mais on a aussi de l'hypnose bien cadrée, où c'est que de l'hypnose, c'est pas de la spiritualité, et où on est plus cartésien. Enfin, après, moi je suis ingénieur de formation, donc c'est vrai que j'ai un truc quand même assez cartésien. Je fais des conférences qui s'appellent Hypnose et Sciences, et je m'intéresse à toutes les études qui sortent sur l'hypnose. Il y en a plus j'ai regardé la dernière fois des études sur Google Scholar, il y en a plus de 20 000 sur l'hypnose, dont le titre est hypnose, quoi. Il y en a 450 000 dont on parle d'hypnose, mais c'est ultra étudié l'hypnose. C'est peut-être un des domaines scientifiques actuels les plus étudiés, en tout cas en psychologie. Donc voilà, il y a des choses qui sont très carrées, très encadrées, et puis après il y a tout un monde autour qui peut venir un peu flouter et donner une image un peu sulfureuse de l'hypnose. Et je dis pas que toutes ces personnes qui sont dans la spiritualité sont des charlatans, sûrement pas. Moi, j'étais voir une énergéticienne la semaine dernière. Donc j'ai mes croyances, mais disons que je les impose pas avec mon hypnose. Des fois, j'ai des gens qui viennent pour aller dans les vies antérieures. Je leur dis, on va faire un truc, on va aller faire une régression, on va voir où vous allez. Par contre, ce que vous allez rencontrer, je ne sais pas. Est-ce que c'est votre inconscient qui vous le propose? Est-ce que c'est une vraie vie antérieure? Moi, j'en sais rien, c'est pas mon métier. Donc, par contre, l'idée, c'est que ça soit bénéfique pour vous, que vous obteniez une compréhension, un déblocage d'un truc, peu importe. On va y aller, et après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je sais juste vous amener en hypnose. Et je pense que c'est important, là, c'est de... Alors, en tout cas, pour l'hypnose en elle-même, que ça ne soit pas trop mélangé avec tout le reste. Et après, par contre, les gens qui sont et énergéticiens et hypnotiseurs, ok, ils sont les deux. Ils sont énergéticiens et hypnotiseurs. Comme ça, ils mélangent les deux, et parfois de manière talentueuse. Et alors, ça vous dit quelque chose, énergéticien? Vous mettez quoi associé à ça, comme signification? C'est-à-dire, signification? Ouais, pour vous, ça signifie quoi, être un énergéticien? Mon beau-père, il se dit énergéticien, mais alors je suis pas sûre de ce qu'il fait, mais il a plein de pierres chez lui, et il nous fait des trucs du style, il nettoie, il nous fait des grands signes comme ça, et il a une sorte de bâton qui est en T, et il nous fait des... C'est à moitié, on dirait des fois un peu des choses religieuses, etc. C'est souvent mélangé avec ça, hein. Alors c'est pareil, moi, encore une fois, c'est pas mon métier, mais c'est souvent lié à la spiritualité, ouais. Au fait qu'il y a des choses qui vont au-delà de notre apparence, de notre matérialité, et qui auraient des fluides, et déjà des fluides énergétiques, et puis peut-être même des entités, des personnes décédées qui seraient encore là, des esprits, des choses comme ça. Après, tout ça, ça fait un mélange en cocktail où chacun, les gens vont juste penser, vont juste croire qu'il y a effectivement des fluides, comme Mesmer, et puis il y a des gens qui vont se dire qu'il y a plus que ça, qu'il y a un dieu, des esprits, des choses comme ça. Donc ça peut être très mélangé, et puis
Je crois que c'est pareil, il y a des courants. Alors peut-être on va commencer à répondre à ta question. Donc là c'était juste pour dire, il y a plein de formes d'hypnose différentes, plus ou moins spirituelles, plus ou moins cartésiennes. Après, comment est-ce que je fais? Eh ben je m'adapte. Ça c'est Erickson qui a vachement favorisé ça. C'est-à-dire qu'avant il y avait l'hypnose classique très autoritaire, on avait toujours un peu le même rituel, la même formule, maintenant vous dormez, et ça marchait ou ça marchait pas. Erickson, comme Freud d'ailleurs, a remis le sujet au centre du truc. Je ne vais pas appliquer une formule magique pour que ça marche pour tout le monde, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui peut amener cette personne dans un état d'hypnose. Qu'est-ce qui l'intéresse? Est-ce qu'elle est plutôt dans l'imaginaire ou dans les mouvements automatiques? Est-ce que la relation est là, etc. etc. Je vais créer un contexte pour elle, et le patient d'après, je ferai un truc complètement différent peut-être, pour qu'elle puisse rentrer en hypnose. Et donc, comme je dois m'adapter, je n'ai pas de formule toute faite. Si, j'ai certaines routines, mais je suis en train de moduler plein de choses en même temps. Par exemple, au début de ma séance, moi je fais une première séance qui est plus longue que les suivantes. Parce que la première séance, il y a toute cette phase d'apprentissage. Comment est-ce que vous rentrez en hypnose? Est-ce que vous en avez déjà fait? Est-ce qu'il faut qu'on en discute un peu avant pour que vous vous sentiez à l'aise et qu'on puisse y aller? Et puis après, je fais des tests et je regarde si la personne elle a une bonne imagination, par exemple. Si elle n'a pas une bonne imagination, elle va faire un truc sans imagination. Est-ce que je vais peut-être plutôt y aller en conversationnel, c'est-à-dire faire de l'hypnose sans qu'elle s'en rende compte, parce que si je dis le mot hypnose, là ça l'attend, je sens qu'il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de... Elle vient, mais c'est la lutte. Peut-être qu'on va faire une petite séance comme ça, en discutant tranquillement, et puis au bout d'une demi-heure, on va se rendre compte qu'elle est bien, et qu'elle est bien installée dans une rêverie, et voilà. Donc ça, c'est la forme d'hypnose. Après, comment je choisis, par quel levier on va activer un changement, ça va être en fonction de nos discussions. C'est-à-dire que il y a quelques mauvaises habitudes dans le métier, c'est d'avoir des scripts. C'est-à-dire, je me spécialise dans le tabac. J'ai un truc, la première séance je vais faire ça, la deuxième séance je vais faire ça, la troisième séance je vais faire ça, et ça va être les mêmes métaphores, et ça va être le même truc. Moi je fais pas comme ça. Pour le tabac, par exemple, en fait c'est en discutant avec la personne qu'on va comprendre ensemble, et on va mettre le doigt dessus, on va comprendre pourquoi elle fume. Parce que, on va comprendre pourquoi elle fume. Pas forcément comprendre, mais on va trouver des leviers de changement. C'est-à-dire que quand les gens viennent pour arrêter de fumer, ils ont envie d'arrêter de fumer consciemment, mais ils n'y arrivent pas. Il y a un truc qui bloque. C'est là où on va parler d'inconscient. Il y a un mécanisme qui fait que je ne sais pas pourquoi, tous les matins quand je me lève, il faut que je fume. Alors, il y a l'addiction, il y a etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le corps qui en a besoin parce qu'il a été habitué, mais il n'y a pas que ça. Et par exemple, avec une personne, alors souvent la première question que je pose quand on va arrêter le tabac, c'est est-ce que c'est le moment? Pareil. Parce que des fois, les gens ils viennent, ah c'est la nutritionniste chez vous qui m'a envoyé, donc vous faites un régime, ouais. Et vous voulez arrêter de fumer, ouais. Donc, alors, vous aimez manger, vous allez moins manger, vous aimez fumer, vous allez moins fumer. Ah, et vous êtes en train de divorcer. Bon, est-ce que vous sentez que c'est le moment? Et puis, de temps en temps, ce qu'on va faire, c'est que on va vous mettre en hypnose et puis vous allez bien réfléchir à l'intérêt de fumer. Alors, on ne va pas aller plus loin, on ne va pas forcer un truc là maintenant parce que, sauf si elle est vraiment motivée. Et du coup, c'est de savoir, est-ce que ça paraît... En général, je pose la question au téléphone, quand j'ai la personne au téléphone, parce que ça ne sert à rien qu'elle prenne le rendez-vous si elle n'a pas les bonnes bases. Je vais diverger là, parce que la thérapie, ça prend de l'énergie. C'est-à-dire qu'il faut avoir il faut avoir de l'engagement, si on arrive qu'on est à plat, c'est le problème, notamment avec la dépression, c'est quand on est au fond du trou, quoi. Ça ne sert à rien de faire de la méditation, des trucs comme ça. Là, il y a un truc où peut-être qu'il va falloir prendre des médicaments, remonter un peu. Et là, donc, du coup, il faut quand même avoir un peu de
voilà, un peu de ressources, quoi. Ce qui est hyper ambivalent, parce que les gens ils viennent parce qu'ils n'en ont plus, et puis il leur en faut pour changer. Donc des fois les séances ça peut être juste les ressourcer. Juste, allez, là on s'en fout de problématiques, là vous n'allez pas bien, on va faire un beau truc, une bonne hypnose bien profonde, et vous allez bien vous ressourcer. Ça peut-être pas changer votre problématique, et encore, parce que souvent on se sent mieux, le problème c'est moins important. Mais commençons par ça. Et donc, avec une personne là, qui venait, on commence à discuter, pourquoi vous fumez, etc. Et puis, c'est avéré qu'en fait, cette personne, elle avait commencé à fumer avec son grand-père. Et son grand-père était décédé. Donc, c'était quelqu'un auquel elle tenait beaucoup, qui s'était beaucoup occupé d'elle. Et en fait, arrêter de fumer, c'était un peu trahir son grand-père. Enfin, c'était un peu casser ce lien, quoi. Eux, ils se retrouvaient le soir, ils fumaient en cachette, son grand-père, il avait un peu fumé à 15 ans, c'est assez jeune, sans que les parents le sachent, c'était un peu leur truc. Et donc, en fait, on n'a pas fait un arrêt vite avant, on a fait un deuil d'abord. Après, on a fait un arrêt vite avant. Sinon, je pense que ça n'aurait pas marché. Parce qu'on aurait peut-être pu essayer de forcer un truc où on dégoûte la personne. Alors ça, c'est le classique en tabac, on va vous dégoûter. Ah oui, on vous dégoûte d'un truc, mais vous en avez toujours envie, super. J'ai envie de fumer, mais je trouve ça dégueulasse. C'est quoi, c'est plutôt un échec, quoi. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que le mécanisme à l'intérieur, il n'ait plus envie, qu'il ne soit plus là, qu'il n'y ait plus besoin de fumer. Ou des gens qui se sont mis à fumer parce que jeunes, c'était cool, ça permettait d'avoir un cercle d'amis. Mais ça, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, ils ont une famille, ils ont des amis, ils ont une vie. Ils n'ont plus besoin de ça. Mais il y a une partie à l'intérieur qui a associé le fait de fumer et d'être cool, quoi. De fumer et de faire la fête, comme des gens qui disent mais si je ne bois pas d'alcool, c'est pas la fête. C'est une association en fait que tu as fait. Moi, j'ai bu de l'alcool assez tard. Je faisais la fête en buvant du coca. Mes potes ils me disaient que j'étais bourré au coca. Mais dans notre culture, on a associé fête, joie, alcool. Et c'est qu'une association mentale, quoi. Tout à fait s'amuser sans alcool. Il y a plein de pays où je pense qu'ils n'ont pas les moyens de boire l'alcool, mais ça s'amuse quand même. Donc j'essaie toujours de revenir vers toi. Et donc, l'idée c'est, je discute. On trouve des leviers de changement. Il y a plein de leviers de changement. Il y a l'acceptation. J'accepte. J'avais une personne qui bégayait. La première séance qu'on a fait, celle qui a fait le plus de bien, c'était d'accepter. Ok, pour le moment, vous bégayez. Ok, ça n'a rien de vous flageller avec ça. On ne va pas régler ça en une séance. Bon, je dis jamais ça, mais peut-être qu'on va y arriver, mais enfin bon. Et il m'a dit, mais c'était la meilleure séance en fait. Il bégaye moins, et ça va mieux. Et on a bien avancé, mais la meilleure séance, c'était ça, c'était l'acceptation. Après, il y a la responsabilisation, c'est quand les gens qui vont se dire, ils se sentent un peu victimes. Le problème, c'est quand on se sent victime, ça veut dire d'un côté, on laisse notre pouvoir de changement de côté. Puisque c'est pas ma faute, c'est les gens, machin et tout. Bah ouais, mais si c'est les gens, on peut rien faire. Donc quand on responsabilise et qu'on dit, ah oui, mais ok, le monde il est pas cool avec toi, mais qu'est-ce que tu peux faire toi? Et tu peux te plaindre, mais ça change pas grand-chose, ou tu peux développer des stratégies, tu peux voilà. Donc ça, c'est la responsabilisation. Et puis voilà, donc il y a plein de leviers comme ça qu'on peut, enfin pas plein, quelques-uns, qu'on va pouvoir activer, mais ces leviers, il va falloir que je discute avec la personne pour savoir qu'est-ce qui paraît le plus judicieux. Et souvent, à la fin d'une demi-heure de discussion, on en a 2 ou 3. Voilà, par quoi on commence? Et qu'est-ce qui vous paraît le plus judicieux? Encore une fois, je pose la question. Moi, j'en sais rien. Moi, peut-être que la responsabilisation, ça ne lui a pas trop parlé. Moi, ça me paraît logique, mais la personne, ça ne lui a pas trop parlé. Et puis là, finalement, l'acceptation, ça lui a vraiment parlé. On va partir là-dessus. Donc voilà, ça c'est vraiment travailler avec la personne, comme disait Erickson, avec ce qu'elle amène, avec ses compétences, avec ses difficultés, avec sa vision du monde. Et pas essayer de lui changer sa vision du monde, pas essayer. Alors, si, je vais quand même essayer de passer quelques suggestions, quelques recadrages quand il y a des visions du monde qui sont complètement à l'ouest, qui sont, enfin surtout négatives, quoi, parce que aussi la personne a des visions qui ne sont pas les miennes, qui sont positives, très bien, tant mieux pour elle.
Et si je vois que c'est handicapant et que ça la freine, je vais essayer de recadrer, mais pas directement comme ça. Je vais essayer d'éviter. Normalement, j'ai essayé de répondre à ta question. C'est bon. Voilà. Mais en fait, c'est tout ça. Le métier de thérapeute, c'est ça, en fait. C'est mon point de vue. C'est tout ce travail avec le patient pour créer une alliance, pour trouver quelque chose qui va lui convenir, qui va être possible pour lui, parce que ça sert à rien de faire des trucs que j'essaie de faire l'hypnose profonde avec des hallucinations si la personne ne peut pas faire ça en première séance. Peut-être qu'on y arrivera en 5e séance. Mais faire des choses où la personne elle se sente compétente aussi, c'est important. Le plus frustrant, c'est pas que ça marche pas. Franchement, si ça marche pas, on a fait de notre mieux. Moi, j'essaie de me former de mon mieux. Je lis, je bosse, je fais de mon mieux. Voilà, pour être un bon thérapeute. Puis la personne, elle vient, elle s'engage, etc. Et si ça marche pas, on a fait de notre mieux. Et puis, ça marche pas tout de suite. Ce qui est frustrant, c'est quand les gens ne reviennent pas. Quand ils reviennent pas et que ça n'a pas marché. Quand ils reviennent pas parce que ça a marché, c'est super. Mais quand ils reviennent pas parce qu'une séance n'a pas marché, ça c'est hyper frustrant parce que moi je sais que ça peut marcher. Et j'ai déjà fait, quand j'étais plus jeune thérapeute, je me rappelle d'une personne je ne me rappelle plus du terme, qui se rongeait les ongles. Et on fait une séance, ça marche pas. Alors déjà, moi je pense que c'est pas que ça marche pas, c'est qu'il n'y a pas de résultat concret, visible. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur ça n'a pas bossé, quoi. Moi je ne pense pas du tout que ça n'a pas marché. Mais bon. Et puis il se passe rien. Et elle revient pas. Et là je dis, mais non, mais ça peut trop marcher. C'était vraiment. Moi je pense que ça peut bien marcher quand il y a un automatisme. Quand on ne peut pas se retenir de dévorer le frigo, quand on ne peut pas se retenir de fumer, quand on peut pas. Il y a un truc à l'intérieur là c'est un vrai travail inconscient et là l'hypnose est hyper adapté. Et donc elle ne pouvait pas se retenir de ranger ses ongles. Et puis à l'époque j'avais pas beaucoup de patients et puis j'étais sûr que ça pouvait marcher. Ça m'énervait quoi, qu'elle ait une page. Et j'ai fait ok, on fait une séance gratuite, on revenait. Deuxième séance, elle a arrêté direct. Et là, elle m'a mis un truc sur Facebook, sur Google, là, un avis, elle me dit, mais ça fait. Je savais pas, en fait, j'avais même pas pris ce renseignement-là. Je crois que ça me dit, ça fait 25 ans que je me range les ongles et en 2 séances, c'est réglé. Je dis, mais. Vous avez vu, vous avez fait passer à côté de ça. Juste parce que. Alors, c'est un peu ma faute. Je lui ai pas fait. Je lui ai pas donné confiance. Et maintenant, je travaille différemment. Maintenant, je dis aux gens, peut-être ça va marcher. Peut-être ça va marcher. Peut-être ça va marcher en 3 séances, en 5 séances. Moi, je suis à peu près sûr que ça peut marcher. Mais je ne peux pas vous dire en combien de séances. Mais à l'époque, je faisais pas ça. Je n'osais pas trop vendre du rêve, quoi. Et c'est dommage parce que du coup, et c'est avec elle notamment, je me suis dit, mais en fait, il faut vraiment que les gens reviennent, quoi. C'est pour ça que maintenant, je fais la première séance, elle est plus chère. Les séances suivantes, elles sont moins chères. Vous avez payé le ticket d'entrée, là. Maintenant, vous allez en profiter. Vous avez des séances à plus raisonnables. Revenez. Pourquoi ? Parce que je sais que ça ne marche pas du premier coup, des fois. Souvent, 50% du temps, ça marche du premier coup, 50% du temps, ça ne marche pas du premier coup. Et puis, des fois, on a 15 séances. Mais quand on en est à 3-4 séances, la relation, elle est créée, et les gens, ils cheminent. Quand ils reviennent comme ça, ils font, ok, bon, alors, ça va pas être magique, mais n'empêche que j'avance. Et j'ai un gars qui m'écoute, et j'y vois un peu plus clair, et je développe mes compétences hypnotiques. Voilà, c'est la thérapie, hein. C'est la différence entre la magie et la thérapie. Et l'hypnose, c'est pas magique. Ça peut être spectaculaire. Avec des gens qui ont des compétences en spectacle. Hein. En spectacle, ils font comment ? Ils sélectionnent les gens. Et vous avez une salle de 500 personnes, c'est pas dur, les statistiques, c'est entre 5 et 15% de la population qui est ultra suggestive. J'en ai rencontré un la dernière fois dans la rue, comme ça, j'ai halluciné. Et des fois, ça peut être presque inquiétant. Hein. En 5 minutes, le gars, il a halluciné. Je suis ouais, quand même. Et en spectacle, vous avez une salle de 500 personnes, 10%, vous en avez 50 sur scène, vous allez en garder que la moitié, vous avez 20 personnes qui partent à fond. Et c'est. Voilà. Mais après, les 60% des gens sont moyennement hypnotisables, et 10 à 20% des autres sont difficilement hypnotisables. Mais ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas hypnotisables, ce qui veut dire qu'il faut s'entraîner, et que ça va peut-être prendre plusieurs séances. Du coup. Bien sûr. Ouais, parce que là, je vois le temps, il est 11h, il reste 1 heure. Ouais, d'accord. Et du coup, est-ce que. Parce que moi, je suis pas papoter comme on papote, je trouve ça, personnellement, ça me passionne. J'aurais plein de questions
Mais si on part dans la papote, c'est peut-être dommage s'il y en a parmi vous qui souhaitaient savoir c'est quoi l'état d'hypnose, le vivre. Parce que finalement, je reviens toujours au goût du citron. Vaut mieux le goûter de citron que d'en entendre parler. Du coup, s'il y en a parmi vous qui souhaitaient, on pourrait profiter de l'heure. Combien de temps il faut qu'il y ait deux personnes. C'est juste une question. Il peut pas y avoir une sorte de truc collectif. On peut faire déjà, commencer par un truc où chacun se teste un peu. Après, la difficulté de ça, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir des gens qui vont avancer plus que d'autres. Et je proposerai à quelqu'un qui sent qu'il a bien avancé dans l'état d'hypnose, s'il a envie de venir continuer à deux. Parce qu'à un moment donné, le groupe, on n'est plus assez spécifique, quoi. C'est très global. À ce moment-là, on voit s'il y a des gens qui sont motivés. Encore une fois, l'idée, c'est pas de se mettre mal. L'idée, c'est si quelqu'un a envie de venir avec une problématique, c'est l'occasion de travailler dessus. Ça peut être fait à l'aveugle, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire sans vraiment vous en parler. Et l'idée, c'est pas que ça nous... Alors, l'intérêt de l'hypnose aussi, c'est que ça permet de se dissocier. C'est-à-dire les bases de l'hypnose. Et se dissocier, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire prendre de la distance par rapport à soi. C'est-à-dire regarder les autres, se regarder soi, un peu comme si on était son coach, en fait. Et pas prendre les émotions en pleine face, et garder de la lucidité, et pouvoir réfléchir vraiment, avec sincérité. Moi, il y a une séance que j'adore. C'est ça qu'on va faire à un moment donné, c'est juste ramener la personne et l'amener à se donner le meilleur conseil qu'elle puisse se donner, quoi. Et là, il y a des trucs, les gens se disent, putain, mais bien sûr, il faut que je fasse ça. Et puis voilà, ça y est. Parce que, encore une fois, c'est pas moi qui vais leur donner le meilleur conseil. Moi, je vais leur donner des conseils de psychologie de comptoir, avec grand classique. Mais par contre, eux, ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est autre chose. C'est un truc que peut-être on leur a jamais dit quand ils étaient enfants. Et c'était juste un truc du genre, tu sais que t'es important et unique. Ils avaient juste besoin d'entendre ça, pas tout le bullshit psychologique. Bref. Donc, on va faire un petit test, ok? Ceux qui n'ont pas envie, ils ne sont pas obligés. J'ai juste une question juste avant de commencer. En fait, j'ai pas compris pourquoi, avec les patients qui se font les angles, pourquoi à la première séance ça n'a pas fonctionné et aux autres séances ça a fonctionné. Est-ce qu'il y a un problème de lien Alors, c'est de la psychologie, donc ça va être de mon interprétation. C'est que la première séance, elle a commencé à un début de changement, mais qui n'était pas visible. Peut-être qu'on aurait fait qu'une séance, peut-être qu'elle aurait été de se ranger les jambes 6 mois plus tard. Ça a comme lancé un truc. Soit c'est ça, soit c'est la première séance, ça a permis de créer de la relation, de déjà s'entraîner à l'hypnose, et que la deuxième séance, la personne était mieux disposée. Donc soit la deuxième séance a profité de la première, parce qu'on a lancé un travail, soit la deuxième séance, la personne a été mieux disposée à faire l'hypnose. Soit autre chose. Parce que, il me semble que j'ai fait... Ah oui, en plus, ce coup-là, j'ai fait 2 fois la même chose, parce que je savais que c'était un truc qui marchait très bien, mais la première fois, j'avais dit, elle n'était pas tellement en hypnose quand on l'a fait. Donc je l'ai refait, et alors peut-être qu'il manquait de l'hypnose. Justement, je profite, parce que c'est ça un peu ma curiosité. Moi, j'ai l'intuition que, quelles que soient les démarches thérapeutiques, il y a ce que j'appelle des événements thérapeutiques, en termes d'événements qui se produisent phénoménologiquement dans le vécu de la personne, qui peut avoir un corrélat neurophysio, éventuellement. Alors moi, Et qui est tout le temps. C'est-à-dire que quand ça se passe quelque chose, le corps et les émotions répondent. Sinon, pour moi, il ne se passe rien. C'est-à-dire quelqu'un qui aurait un changement sans émotion serait purement intellectuel, même une prise de conscience. La prise de conscience, wow, mais le corps, là, il décharge un truc, quoi. Et pour moi, s'il y a un vrai truc qui se passe, c'est physio, émotionnel, intellectuel, voilà. C'est tout. Et du coup, voilà, c'est pour... ça me permet, merci, parce que c'est cette idée d'événement thérapeutique, c'est-à-dire un événement, c'est quelque chose qui se produit. Avant, il n'était pas produit, il se produit, c'est discret. Est-ce que tu pourrais nous décrire, d'un point de vue phénoménologique, à quoi ça ressemblerait? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a l'automatisme de se ranger les ongles, par exemple,
il va lâcher. Alors, Ou cette contrainte. moi, l'hypnose, j'ai pas trop expliqué comment ça pouvait aider. Mais très rapidement, je trouve que les plus gros principes actifs de l'hypnose, c'est que, ça permet une réflexion profonde et sincère. C'est-à-dire qu'on sort de nos croyances, on sort de nos peurs, on sort de nos habitudes de pensée. Et en plus, on a 1 heure où on fait que ça. Ce qui est hyper rare, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de machin. Ça permet vraiment un niveau de réflexion très profond. Et dissocié. C'est-à-dire qu'on peut voir les choses avec plus de lucidité, on est moins impliqué dans notre problème, on voit les choses un peu, encore une fois, comme notre propre coach, et on peut mieux s'aider. La deuxième chose, c'est que ça permet de faire un niveau de réflexion. Et deuxième chose, c'est que ça permet d'influencer des automatismes. Les automatismes, c'est cette envie, ce truc, ou parfois, chez les personnes boulimiques, elles passent en mode zombie. La personne, et j'en avais une la semaine dernière, qui me dit « mais je défonce le frigo, je me rends compte après ». C'est-à-dire que, alors des fois, j'ai des prises de conscience avant, des fois pendant, et quand je suis pendant, je suis en robot, ou après. Et ça, c'est-à-dire qu'il y a un truc en nous qui a pris le contrôle. Et l'hypnose, ça permet d'influencer ça. Ça permet comme s'il y avait un deuxième personnage, on va l'appeler l'inconscient, qui prenait tellement de place, qui nous envahissait dans ces crises-là. Et l'hypnose, ça permet d'aller l'influencer. Mais l'influencer, ça ne va pas lui dire « arrête ». Ça va être encore souvent de la réflexion, ça va être réfléchir. La boulimie, souvent les troubles du comportement alimentaire, ça vient de la jeunesse. Souvent, c'est associé à une mauvaise estime de soi. Souvent, c'est un moyen de se faire du bien rapidement, comme la drogue, comme machin. Le sucre. Je suis triste. Quand j'étais enfant, j'étais triste. J'allais me cacher, je mangeais du chocolat. Et ça, t'étais enfant, t'avais une enfance difficile. Maintenant, t'as 40 ans, c'est fini tout ça. Réfléchis. Est-ce que t'as encore besoin de ça? Réfléchis à tous les avantages, à tous les inconvénients. Les avantages, le chocolat c'est bon. Les inconvénients, c'est pas bon pour ma santé. Je me cache, j'ai honte, j'ai machin et tout. Et souvent, c'est une mise à jour en fait. Souvent, c'est nos problèmes d'aujourd'hui, c'est souvent des mécanismes de défense qui ont été utiles. Je veux dire, manger du chocolat quand papa est rentre bourré, franchement, c'était le meilleur truc qu'elle pouvait faire. Mais aujourd'hui, la personne, elle est plus dans le même contexte. Papa, il est mort. Elle a d'autres compétences. Elle n'est plus la même personne. Et donc, c'est de faire une mise à jour. Et donc, cette bascule, elle peut être soit instantanée, il y a une sorte de déclic, soit c'est une réflexion. Et toutes mes séances, je les termine de la même manière, et tout à l'heure, vous allez vous réveiller, quand vous vous réveillerez, ça va continuer de bosser à la tête. Ça va continuer de réfléchir. Et peut-être qu'aujourd'hui, on n'a fait que 20%, peut-être qu'on a fait 75%, peut-être qu'il y a un changement direct qui va se mettre en place, mais sinon, après notre séance, ça va continuer de bosser. Vous n'avez pas, consciemment, vous n'avez pas besoin de bosser. Et ce que j'aime bien, c'est la métaphore de quand je vais me coucher avec un problème, je ne sais pas pourquoi, des fois, je me réveille, j'ai la solution. Toute la journée, j'y ai pensé, j'ai pas réussi à trouver de solution, j'ai fait des tableaux Excel, des cours, des comptes, j'ai pas de solution. Je me couche avec. Le lendemain, j'ai la solution. C'est qu'il y a un truc à l'intérieur qui continue, quoi. C'est pas tombé du ciel. Mais c'est une réflexion inconsciente. Donc, voilà, ce que va permettre l'hypnose, ça va être de travailler sur ce niveau de réflexion et d'influencer les automatismes. Par exemple, en hypnose, en spectacle, on peut faire oublier son prénom à quelqu'un. Là, comme ça, consciemment, si je vous demandais d'oublier votre prénom, vous auriez du mal. Mais en spectacle, on peut. Enfin, en hypnose, on peut. Donc, c'est-à-dire qu'on peut jouer sur la mémoire, ce qui n'est pas possible. Ou on peut faire l'hypermnésie, faire en sorte que les gens se rappellent de choses qu'ils ont oubliées. Alors, pas partout, ça marche pas tout le temps, mais des hallucinations aussi. C'est voir sa star préférée en face de nous, mais vraiment la voir, lui parler. Moi, j'ai des gens, quand je fais l'hypnose de rue, ils se font déjà d'or, ils sont des selfies. Ils sont des selfies avec leur star imaginaire, quoi. Et donc voilà, ça donne vraiment des outils, des compétences très particulières qui permettent en thérapie, qui permettent d'aborder les choses. Par exemple, quelqu'un qui est capable de faire une hallucination sur un deuil, on peut l'amener à voir son père décédé et puis lui dire des choses qu'elle n'a pas pu lui dire avant qu'il parte. Alors on n'a pas besoin de ça, hein, on peut faire plein de choses avec peu d'hypnose, hein, mais quand on a des gens qui sont capables de ça, allons-y.
cabinet, vous résolvez seulement des problèmes spécifiques ou, Alors non, moi j'ai tendance à dire que tout ce qui est d'origine psychologique et inconsciente, ça vaut le coup d'essayer en hypnose. Mais moi j'ai découvert l'hypnose, on m'a enlevé des verrues en hypnose. Tu vois, c'est un truc de fou. Les problèmes de peau, ça peut très bien marcher. Après, troubles du comportement alimentaire, toutes les addictions. Mais il y a des trucs, c'est compliqué, hein, l'anorexie et tout, c'est compliqué. Donc souvent, par exemple, quand j'ai une jeune fille qui vient pour les troubles du comportement alimentaire, je vais faire en sorte de ne pas la suivre tout seul. Je vais demander à ce qu'il y ait un psychiatre, si je sens que c'est chaud, qu'il y ait une nutritionniste. Moi, je suis pas nutritionniste, je connais les bases. Mais, donc souvent, c'est pluridisciplinaire. Après, voilà, il y a une phobie, une peur du vide, pas de grand danger, mais quand il y a des risques suicidaires, des choses comme ça, il ne faut pas y aller tout seul. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, donc des fois, il y a des gens que je refuse, hein, parce qu'on a des pathologies que je ne me sens pas traiter. La dernière fois, j'avais un schizophrène, son psychiatre était d'accord pour qu'il vienne parce qu'il était stabilisé. Au final, j'ai renvoyé chez un collègue qui est psychologue et hypno. Parce que voilà, moi, je ne le sentais pas. Psychopatho, je ne connais pas grand-chose. Donc voilà. Une petite expérience. Ceux qui n'ont pas envie, aucune obligation. Vous pouvez juste regarder. Peut-être ceux qui ont envie, je vous proposerais peut-être de laisser les PC, les trucs pour être les mains tranquilles, les mains tranquilles. Et vous allez voir, de toute façon, on va y aller très progressivement. L'idée, c'est juste de se tester. De voir, tiens, parce que je suis plutôt suggestif. Tu as fait avec nous? Bah, volontiers, oui. Comme tu Ouais, du coup, je me mets. Je suis patient. Bah après, je proposerais à quelqu'un, si quelqu'un a envie de prendre ta place pour. Oui, bien sûr. Ah, vous êtes prioritaire. Donc, encore une fois, vraiment, l'idée, c'est comme en hypnose de rire. On ne voit pas trop l'hypnose de spectacle, c'est vraiment le mot d'ordre, c'est. Moi, je forme les gens en hypnose de rue. Je forme que en hypnose de rue. Et j'ai des stages, et le mot d'ordre, c'est la bienveillance. Les gens, ils viennent, ils vous font confiance. Ils vont aller dans un état particulier où il peut y avoir des faiblesses, en tout cas de la suggestibilité. Alors, on n'est pas tous d'accord entre hypnose, mais moi, je pense que quand quelqu'un est bien en hypnose, que vous avez fait confiance, il faut respecter ça, parce qu'on peut influencer des mécanismes très profonds. Et donc, c'est pour les remercier de leur confiance, c'est juste, on va faire tout ce qu'on peut pour que ça soit une expérience qui fasse du bien. C'est-à-dire que moi, en hypnose de rue, souvent, je passe des bonnes suggestions à la fin, que la personne passe une bonne expérience, quoi. Donc là, c'est pareil. L'idée, ça va être à la fin qu'on se sente bien, quoi. Donc, il n'y aura rien de... Des fois, on voit en spectacle des trucs un peu ridicules, il n'y aura pas de ça. Donc, voilà. Donc, ceux qui ont envie de se tester, je vais vous proposer juste de mettre vos mains comme ça, tranquillement.